Il y a moyen. Tu peux y aller. Eh bien, on va entamer la deuxième partie de cette introduction aux plantes graminoïdes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un genre de la famille des cyperacées qui est le genre Carex. Alors, ce genre est caractérisé parce qu'il a des fleurs qui sont unisexuées, alors que les autres genres de la famille des cyperacées ont des feuilles qui sont bisexuées. Les fleurs. Tu disais feuilles, mais c'est Des fleurs. fleurs bisexuées, pardon. Et donc, ces fleurs unisexuées sont disposées à l'aisselle d'une bractée scarieuse qu'on appelle écaille. Et elles ont chez les carex un périgone nul. On avait vu que chez certaines cyperacées, il y avait quelques soies qui pouvaient servir de périgone, mais chez les carex, il n'y en a pas. Alors, l'autre particularité importante des carex, c'est que l'ovaire est contenu dans une enveloppe supplémentaire qu'on appelle utricule. Et cet utricule est ouvert par le dessus et laisse passer les stigmates qui sont au nombre de deux ou trois. Le fruit des caresses, comme les autres cyperacées, est un akène. Et les fleurs mâles qu'on voit à droite ici en haut ont trois étamines. Alors, les fleurs de carex sont coupées en épis, qui sont soit des épis solitaires, comme on voit à gauche. Dans, ça, c'est Carex pseudocyperus. Ils peuvent être rassemblés en panicules plus ou moins denses, comme on voit au centre. C'est le Carex porina, le Carex ovale, ou bien en épis composés d'épis, hein, donc, comme on voit à droite, qui doit être Carex spicata. Donc, à gauche, on voit fait assez bien la distinction entre les épis. Au centre et à droite, ça peut parfois être un peu plus compliqué de faire la distinction entre les différents épis qui composent l'inflorescence. Bien. Curseur. Ah oui, ah, c'est là qu'il faut faire. Okay. Voilà. Pour l'identification des carex, les utricules et leur bec sont des éléments importants. Donc à gauche, on voit bon, une série d'utricules plus ou moins ventrus. Et en haut à droite, on voit différents becs. Donc le bec de l'utricule est important. On verra bien, on verra que on a des utricules qui ont un bec et d'autres qui ont un bec beaucoup plus court, voire complètement absent. Et le fait qu'il soit plus ou moins profondément bifide est aussi important. Et il est éventuellement aussi ce bec scarieux, c'est-à-dire scabre, pardon, c'est-à-dire coupant. Un autre élément important pour la reconnaissance des carex, c'est la ligule. C'est une membrane translucide qui se trouve à l'aisselle d'une feuille et de la tige, à l'endroit où le limbe de la feuille engaine la tige. Donc, c'est aussi un élément important chez les poacées. Donc, cette ligule, sa forme, on voit une ligule aiguë, obtuse ou arrondie. Sa longueur, sa largeur sont des éléments importants. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de regarder quand
on veut s'attaquer au carex. Classiquement, dans les carex, on a des plantes qui sont constituées d'un seul épi, qu'on appelle des monostachiers. Stachys, deux épis en grec, monostachier, un seul épi. Ils sont rares en Belgique et absents à Bruxelles. Donc, c'est une catégorie de laquelle on ne va pas s'occuper. Et puis, on a des carex avec plusieurs épis. Alors, soit tous ces épis sont apparemment morphologiquement identiques entre eux. En général, ils sont composés de fleurs mâles et femelles. Ils sont généralement composés de fleurs mâles et femelles parce qu'il peut y avoir des exceptions et on en verra. Mais tous ces épis sont semblables. Et d'autre part, on a des plantes où on peut faire une distinction entre deux types d'épis, des épis qui ne portent que des fleurs mâles, qui sont en général dans le haut de l'inflorescence, et des épis qui ne portent que des fleurs femelles. Euh, En général, elles sont plus bas dans l'inflorescence. Alors ici aussi, il y a des exceptions. Il peut y avoir des épis mâles qui comportent quelques fleurs femelles à la base, à leur base, et des épis femelles qui comportent quelques épis mâles au sommet, à leur sommet. Donc vous voyez à gauche un carex homostachier. Effectivement, on peut voir que tous les épis qui sont au nombre de 8 sont relativement identiques. Et à droite, on voit effectivement des épis mâles au sommet. Il y en a 3, 4, il y en a donc pas une taille tout à fait identique. Et on voit effectivement qu'au sommet d'un des épis femelles, on voit quelques fleurs mâles. Nous allons commencer la clé des carex homostachiers. Et là, on fait la distinction entre les plantes longuement rhizomateuses et les plantes cespiteuses. C'est une distinction qui est classique dans les clés pour les carex. C'est pas toujours évident à voir sur le terrain. Bon, un bon exemple de plante rhizomateuse, c'est la fougère aigle, par exemple. Bon, qu'on voit se répandre sur des grandes surfaces. Et ici, donc, le seul carex homostachier présent à Bruxelles qui est longuement rhizomateux, c'est le carex distica, que voici. Donc, c'est une plante qui peut être assez haute, de 20 à 100 cm, rhizomateuse, qui fleurit en mai-juin. Bractée plus courte que l'inflorescence, une ligule que vous voyez à gauche qui est obtuse tubulaire et une inflorescence relativement courte, de 2 à 7 cm, qui est composée d'un grand nombre d'épis, de 12 à 30 épis. Et ici, on voit déjà qu'on a une exception puisque les supérieurs et les inférieurs sont femelles, avec parfois quelques fleurs mâles au sommet. Les intermédiaires sont mâles ou bisexués. Donc voilà, c'est une plante un peu spéciale à ce niveau-là. Euh, bon, des écailles femelles ovales brun rougeâtre à marge scarieuse.
un utricule piriforme, à nervure proéminente et graduellement atténué en bec, bordé par des ailes étroites. Vous voyez à droite une image où on voit bien que c'est quelque chose de rhizomateux qui s'étale sur des grandes surfaces. Sérieux, ça veut dire quoi? Translucide, alors l'écologie, bien sûr, est très importante, hein. C'est une plante de prairies humides, de fossés, bord des eaux, qui a été, bon, elle est rare à Bruxelles, hein. Elle a été identifiée aux Avelenberg à Berchem-Saint-Agathe, dans les marais de Gamsoren et au parc de Woluwe jusqu'à présent. Bon, comme je l'ai déjà dit, pour toutes les autres plantes qu'on a vues la fois passée, ce sont des espèces peu remarquables au sens premier du terme, hein. Donc, il est possible aussi qu'elles aient été sous-prospectées et que, bon, cet atlas 2025-27 est une bonne occasion pour essayer de voir ce qu'il en est réellement. On va maintenant passer aux plantes cespiteuses. Et là, on va prendre une nouvelle distinction qui est celle entre les épis qui ont des fleurs mâles situées au sommet et des épis qui ont les fleurs femelles, pardon, situées au sommet. Alors, sur le terrain, c'est pas toujours évident de faire la différence, hein. Si les fleurs mâles viennent de s'ouvrir, ben on a les anthères qui sortent, hein. Donc, si vous voulez, la fleur mâle avec les trois anthères, ces trois anthères un peu jaunes, croustillants, ça fait un peu sachet de frites. Donc, bon, on peut les repérer assez facilement, voir si elles sont en haut ou en bas. Une fois que les anthères sont tombées, ben, il reste les filets. Et bon, ben, il ne faut pas confondre les filets avec les stigmates parce qu'on a une soupe de différentes particules qui sortent des épis. Et donc, il faut bien regarder. Évidemment, derrière les écailles mâles, il n'y a rien. Derrière les écailles femelles, il y a un utricule. Donc voilà, il faut un peu chercher. D'abord, identifier un épi, ce n'est pas toujours évident. Et puis, dans l'épi, aller chercher ce qui est mâle et ce qui est femelle. Et ça reste longtemps, ces étamines? Pardon? Elles restent longtemps? Non, hein, les étamines ne restent pas longtemps, hein, je dirais quelques jours, hein, donc, Ah ouais, ça vaut la peine. bon, de toute façon, il y a toujours un moyen d'aller regarder et voir si les étamines ne sont pas encore mûres ou d'aller voir où sont les fleurs femelles en regardant les utricules, hein. Et donc, dans les plantes cespiteuses avec les fleurs mâles situées au sommet des épis, la première espèce qu'on a, c'est Carex paniculata, qui est une plante assez remarquable en touradon. Donc, vous voyez ici à droite, c'est un peu surélevé. C'est des plantes qui accumulent des racines et de la matière végétale en dessous d'elles. En touradon, ce sont généralement des plantes de marais, hein. Ça veut dire. Pardon? Des, un peu comme les sphènes dans les fagnes, hein. Ça peut même être beaucoup plus haut, hein. Le touradon, ça peut monter jusqu'à 50 centimètres à 1 mètre. Tour, en fait. Pardon? Comme une tour. Oui, comme une tour. Ce sont des plantes qui vivent dans des espaces où le niveau d'eau est variable.
On le voit là sur la photo, le touradon. Oui, donc N'hésite oui, pas à utiliser ton curseur, s'il te oui, plaît, Michel. donc voilà. Donc, il faut que je vienne ici. Ouais, il faut que tu ailles vers la droite, je crois, pour changer d'écran. Ouais, si c'est pas... Ah, voilà, il apparaît. Il apparaît, il disparaît. Tu le vois ou tu ne le vois pas? Je l'ai vu. Peut-être qu'il est là, une partie. Mais non. Oui, Oui, Ah bah voilà. c'est parti. Donc Oui, c'est voilà, c'est ça. ceci. Hein, ouais. Tu vois, normalement, si tu retournes avec ton curseur, voilà, là il apparaît normalement ici Ah quelque oui, part. ok, Tu vois. maintenant je l'ai Tu sous. peux Ok. naviguer d'un écran Ok. à l'autre. Donc c'est une plante qui, en région bruxelloise, se trouve dans les vallées marécageuses de la forêt de Soignes et exclusivement à cet endroit-là. Donc on voit une bractée inférieure ici qui est plus courte que l'inflorescence, une ligule obtuse arrondie et un utricule atténué en bec ailé. Toutes les homostachiées ont deux stigmates seulement. Hein. Donc ça, c'est important aussi à, à- à retenir. Donc c'est une plante relativement rare. Bon, panicule plus ou moins dense et ramifiée. Dans les plantes en toufflage, on va trouver une plante qui a une tige assez robuste, trigone à angle très aigu, à face concave, scabre au sommet, hein, c'est-à-dire coupante au sommet, qui est le Carex otrubae, qui s'appelait Cuprina dans le temps, d'où son nom français, lèche cuivrée, hein, qui était, à mon avis, plus indiquée. C'est la couleur qu'elle a ou qu'elle prend en vieillissant. Donc une inflorescence très groupée avec des bractées. Dis-moi son ancien nom. Cuprina. Cuprina. Je ne vois pas ici comment je peux revenir avec le curseur. Tu veux revenir sur l'autre Oui, Voilà, il y a un passage ouf, comme ça. il faut partir par Tu la veux droite. Ouais. Donc on voit ici les bractées à la base de chaque épi hein, qui compose l'inflorescence. Donc la tige a vraiment des angles très, très aigus, concaves, à face concave. Un utricule atténué en bec assez court, scabre et bifide, et une ligule plus longue que large, qui est aiguë ou subaiguë. Donc, avec ça, il va y avoir moyen de reconnaître, c'est une plante qui se reconnaît généralement assez facilement.
Donc, vous voyez ici pantouflage qui va venir dans des prairies, bord des eaux, friches, fossés, qui n'est pas extrêmement courante en région bruxelloise, qui est dispersée sur l'ensemble du territoire. Mais bon, vous avez une bonne probabilité de chance de pouvoir la trouver. Alors, avec des tiges moins robustes, la lèche cuivrée fait la paire avec une autre lèche, un autre carex qui est Carex vulpina, hein, la lèche des renards, qui a aussi une tige trigone à angle très aigu et même ailée, mais qui n'est pas présente en région bruxelloise. Alors, dans les tiges moins robustes, euh, avec mon trigone, parce que dans les carex, l'essentiel des tiges sont trigones, à angle plus ou moins aigu, à face plane ou un peu convexe. On va avoir le groupe Spicata, qui comprend aussi les deux suivantes, un Carex divulsa et l'Herzii. Spicata qui comprend classiquement aussi une quatrième espèce qui est Peyrée, mais qui n'est pas présente à Bruxelles, même si elle est en périphérie. Elle a été identifiée à Heusbroek, le long du canal. Donc, il est bien possible aussi qu'elle soit présente à Bruxelles. Alors, dans ces trois espèces, ce qui va faire la différence, c'est la ligule, qui chez Spicata est 2 ou 3 fois plus longue que large, et dont l'inflorescence est courte et non ou peu interrompue, contrairement aux deux suivantes. Donc, voilà Spicata. Donc, vous voyez une longue ligule aiguë, une inflorescence qui est assez groupée. Bon, elle est assez rare en région bruxelloise. On la trouvera au bord des chemins, prairies, friches, lisières, des forêts de feuillus réparties dans toute la région. Donc, si vous avez un carré, vous regardez si elle a déjà été un jour identifiée dans votre carré, vous pouvez partir à sa recherche. Donc l'inflorescence fait de 1 à 4 cm. C'est une plante qui fait de 20 à 80 cm de haut. Donc on voit que l'inflorescence est composée de 3 à 8 épicéciles. Et donc on est toujours ici dans les espèces avec des fleurs mâles au sommet et femelles à la base. Donc on va maintenant passer aux deux suivantes. Donc, où on a des inflorescences qui sont interrompues. Ici, pour Carex divulsa, on a en général une distance entre les pieds inférieurs et les précédents qui est supérieure à 2 cm, tandis que l'Herzii, la distance est inférieure à 2 cm. Alors, jusqu'à quelques années, l'Herzii était considérée comme une sous-espèce de divulsa. Donc, ce sont des plantes qui ne sont pas très faciles à distinguer l'une de l'autre. On va voir Divulsa. Donc, on voit ici
les épis hein, qui sont espacés le long de la tige. Hein. Donc, bon, c'est une plante qui fait entre 30 et 100 cm de haut, qui a une tige assez grêle, souple, qui plie facilement. Donc, une inflorescence qui est longue de 5,5 à 18 cm, composée de 5 à 14 petits épis contigus au sommet, les inférieurs écartés. Alors ici, l'épi supérieur est uniquement femelle, les autres mâles au sommet et femelles dans le bas. Pour distinguer les deux, bon, la taille de l'utricule est importante aussi. Donc, il est conseillé de récolter les utricules bon, quand ils sont bien mûrs et de les prendre au milieu d'un épi. Donc, et puis, bon, de les mesurer. Une autre façon de faire la distinction, bon, outre la taille de l'utricule, c'est la ligule qui est obtuse chez le divulsa et qui est ronde chez l'hersie. Donc vous voyez ici l'inflorescence de l'hersie qui est plus groupée. Ce qui distingue aussi l'hersie, c'est que les utricules mûrs sont un peu plus étalés, ce qui donne un aspect un peu étoilé aux épis. Les utricules sont plus grands, ils font jusqu'à 5 mm. Les épis ont l'air un peu plus étoffés que chez Divulsa. Et vous voyez aussi la ligule qui est un peu plus arrondie et qui est plus large que longue. Donc, vous voyez la longueur ici et la largeur. Alors que chez Divulsa, la ligule va être plus ou moins aussi large que longue. Elle a un autre nom, le Carex lyrsi, un autre nom. Le Carex lyrsi, il a un autre nom latin? Non, non, l'hersie. Okay. Non, mais ouais. Avant a été une sous-espèce de Divulsa. De Divulsa. Donc, Oui. c'était une sous-espèce de Divulsa. Hein, donc, Et dans l'Atlas de 2006, il a été comme sous-espèce? Non, non, dans l'Atlas de 2006, il parlait d'une sous-espèce. Mais j'ai lu aussi que la différence entre les deux n'était pas toujours faite. Et donc, aujourd'hui, ben, il n'y a qu'une seule station que j'ai trouvée l'année passée au Skutbos. Mais je suppose qu'elle est présente ailleurs et que d'autres stations qui ont été inscrites comme Divulsa sont peut-être des lésies. Voilà, donc encore une fois, c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir sur le terrain ce que ça va donner. Donc, dans le protocole, les espèces secondaires explosives non pas comme Divulsa. On fait l'encodage. Ah oui, comme l'hersie, c'est une espèce. Hein. C'est là. Oui, 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 tout à fait. Hein. C'est une espèce. C'est reconnu aujourd'hui comme une espèce à part entière. Bon, le problème, c'est faire la comparaison avec avant parce qu'il n'y a pas de façon de voir la comparer. C'est tout dit.
Oui, c'est effectivement plus compliqué de faire une comparaison par rapport à la situation dans le passé. Raté. Pardon. Ma faute. Allez, reviens. Donc l'écologie, euh, l'écologie est relativement importante. Bon, donc lisière des forêts de feuillus, coupes forestières, taillis, talus, bords des chemins, friches, généralement sur des sols calcarifères. Et donc la station du Skøyenbos, je l'ai trouvée en cherchant des Ophrys apifera, qui poussaient d'ailleurs pas tellement loin, donc sur un sol qui contenait effectivement du calcaire. Et Divulsa, c'est la même chose, hein, c'est aussi une espèce qui va être plus proche des terrains calcaires, ou contenant une charge de calcaire. Mais du coup, tu n'as plus ton affichage pour le formateur, c'est pas grave. Tu n'as plus la dia suivante qui apparaît, c'est pas embêtant. Il n'y a pas de souci. Donc, pour faire la distinction entre les deux, le caractère écologique, c'est difficile. Oui. C'est la même écologie. C'est la même écologie. Donc, on va revoir l'écologie de Divulsa, hein, lisière des forêts de feuillus, coupes forestières, taillis, bords des chemins. Donc voilà, c'est exactement la même écologie. Et donc, il reste à espérer qu'elles ne poussent pas ensemble. Oui. Que c'est pour ça. Donc, Et je pense que oui. Ce qui peut toujours arriver. Mais en général, il faut faire ces déductions sur plusieurs exemplaires de la même plante. Ça vaut pour ces deux espèces-là, mais ça vaut pour toutes les identifications qu'on fait. Il faut aller chercher les caractéristiques en regardant les caractéristiques de plusieurs exemplaires pour être certain de faire une bonne identification, puisque bon, ça peut différer d'une plante à l'autre. Nous allons quitter maintenant les épis qui ont des fleurs mâles au sommet pour arriver aux carex dont les épis ont les fleurs femelles au sommet. Alors ici, on a 4 espèces. Donc, j'ai oublié de vous dire, il y a 10 espèces de carex homostachiés qui sont présents en région bruxelloise. Sur, je pense, une quinzaine qui sont relativement fréquents en Belgique. Donc, c'est quand même une bonne représentation des carex monostachiés à Bruxelles. Homostachiés, pardon. Et donc ici, on va prendre une plante qui a une inflorescence assez espacée, donc de 10 à 20 cm. Donc c'est l'écart entre les épis, qui sont de 6 à 10, les inférieurs très espacés, les supérieurs de plus en plus rapprochés, et munis d'une longue bractée foliacée qui dépasse largement l'inflorescence, et c'est Carex remota, la lèche espacée. Donc, c'est une espèce qui est assez commune, qui est présente dans toute la région, dont l'écologie est les bois humides ou marécageux, les chemins forestiers humides, ornières, zones de source. Donc, c'est une plante dont le profil, l'habitus, est assez caractéristique, hein, avec ses épis.
qui sont extrêmement espacées. Si je parviens, voilà. Ça vous rappellera peut-être... Le jonc du crapaud. voilà, exactement. Le jonc Hein, du crapaud. les trois joncs qui ont aussi des fleurs très espacées qu'on a vues il y a 3 semaines. Hein, donc, le, le jonc grêle, le jonc des crapauds et le plus rare jonc comprimé. L'habitat, c'est le même. Oh, non, je ne crois pas. Hein. Ici, on va plutôt être dans des zones plus ou moins humides. Je ne sais pas si tous les autres. Est-ce qu'il n'est Pardon? Est-ce que ce n'est pas lui qui est caractéristique en forêt de zones qui ont été un peu chamboulées par le passage de machines? Il y a une ou deux espèces comme ça en forêt qui colonisent des espaces où les machines passent fréquemment, les machines. Je peux oui, oui, c'est très Je- compacté, le sol. Je vois ça. Ben ici, c'est plutôt humide, marécageux. Bon, chemin forestier, bon, fatalement, dans les chemins forestiers, il y a du passage, mais je ne crois pas que ce soit des espèces qui soient spécifiquement liées à à des sols qui ont été tassés et piétinés. Donc ici, une ligule arrondie à obtuse et un utricule graduellement atténué, un bec bifide. Donc voilà, une espèce assez facile à reconnaître. Et maintenant, nous allons passer à 3 espèces qui ont une inflorescence plus ramassée, qui n'ont pas cette bractée qui dépasse largement l'inflorescence. Et on va arriver d'abord à Carex leporina, hein, donc, dont la caractéristique principale est d'avoir des utricules bordés d'une aile sur presque toute leur longueur et dont le bec ne dépasse pas généralement l'écaille. Donc voilà cette petite plante qu'on appelait avant ovata, hein, ovale. Moi, je trouve que c'était mieux que la lèche des lièvres, les porinas. Ça semblerait ressembler à la trace que laisse la patte d'un lièvre dans le sol. Ouf. Bon, ovata, ovale. Donc, donc on voit bien la forme des épis ici, plus ou moins ovalisés. Donc on voit l'aile sur toute la longueur de l'utricule avec un très long bec, très légèrement bifide, une ligule obtuse à subaiguë, oui. Bon. Et on voit que c'est une plante cespiteuse qui vient en touffe. Elle est plus fréquente à l'est de de la Seine, hein. Elle est peu présente à l'ouest. Plutôt rare, une plante relativement facile à reconnaître. Et puis nous allons passer à 2 espèces rares, utricules non ailés à bec dépassant l'écaille. C'est Carex equinata et Carex elongata. Donc on voit que le Carex equinata a une inflorescence très courte, hein, de
5 à 3 cm, composé de 3 à 5 épis, avec des feuilles plus courtes que la tige. Donc, voilà à quoi ressemble Echinata. La seule station bruxelloise, c'est au Rouge Cloître. C'est bon, je peux, vous savez. Non. Non, mais sur Obsidentify, sur observation.be, ça doit être facile de retrouver la localisation, en espérant qu'elle soit toujours là. Donc, encore une fois, son écologie, bois humide, landes et prairies tourbeuses, font qu'elle pourrait se trouver ailleurs dans la forêt de Soignes aussi. Bon, pour l'instant, elle n'a été identifiée historiquement que au rouge plâtre. Donc, c'est la lèche étoilée. On voit bien le port assez étoilé des épis. Hein, je rappelle ici, on est dans des espèces où les fleurs femelles sont au sommet des épis, avec un long bec bifide pour terminer l'utricule. On ne va pas s'attarder sur Echinata ni sur Elongata. Les deux-là n'ont pas d'utricule ailé, c'est ça? Oui, il n'y a pas d'aile. Il n'y a pas d'aile. Alors, Elongata, c'est aussi une plante des lieux humides et marécageux. Elle n'a été identifiée qu'une seule fois dans la forêt de Soignes, par quelqu'un qui n'a laissé ni photo et qui a obscurci l'emplacement. Donc, c'est difficile de savoir où elle est. Je l'ai reprise parce que c'est un observateur qualifié, quelqu'un qui a quand même beaucoup d'antécédents, mais je trouve vraiment dommage que pour des plantes dont c'est l'unique observation à Bruxelles, ben, on ne puisse pas se faire une religion soi-même par rapport à son existence ou pas. Ici, je fais confiance. Bon, mais voilà. Point d'interrogation dans la forêt de Soignes, dans les zones humides de la forêt de Soignes. Donc, par rapport à Echinata, on voit ici que les épis sont quand même plus longs, plus nombreux. C'est aussi une plante en touradon. Donc, peut-être aussi dans le vallon du Veulbeek. Voilà. Donc, bon, et Longata et Paniculata sont parfois signalés dans d'autres endroits, mais qui ne correspondent pas du tout à l'écologie. Donc, je me demande s'il n'y a pas des carex qui sont achetés et qui sont plantés à différents endroits qui ressemblent à Elongata et à Paniculata. Mais bon, dans un contexte densément urbain, je vois mal où on va trouver une zone marécageuse. Donc pour ça, l'écologie est quand même relativement importante. Et ce qu'il y a aussi, c'est que si c'est dans la vallée du Velbec, c'est dans une zone où on ne peut pas sortir du chemin. Donc, est-ce que la personne est sortie du chemin pour aller voir ou est-ce qu'elle a identifié que c'est lui-même? Donc, du coup, Non, elle non, a non, pas- je suppose qu'elle a quand même, bonjour, je suppose qu'elle a quand même, on en avait parlé, je pense, déjà de la possibilité de sortir des chemins pour aller faire des identifications. Oui, 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 bien sûr. Sinon, Oui, oui. on est dans une situation impossible. Oui. Aller vérifier la ligule à la jumelle. Oui, Il faut traverser le Velbec pour arriver dans cette zone à Touradon. oui. Et maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait moins de Touradon qu'avant et qu'ils sont chaque fois entourés, délimités. Avant, il y en avait une cinquantaine de Touradon. Maintenant, il en reste une petite dizaine. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils sont un petit peu protégés. Oui, Parfois. je ne connais pas la zone. C'est une zone qui est devenue très sèche aussi, sauf le coup qui avait le coup. C'est une question de.
Donc une zone qui serait plus sèche qu'elle ne l'a été auparavant. Sauf que maintenant, il a énormément de pluie. Oui. Donc voilà, on a terminé les carex homostachiés. Si tu veux faire une pause, C'est pause comme vous maintenant, voulez, on fait la pause maintenant, on la fait plus tard. Je fais une brève introduction sur les hétérostachiés. Alors un petit tableau. Donc pour les carex hétérostachiés, on va travailler avec 4 critères. Le premier critère, c'est le bec des utricules. Soit on a des utricules qui ont un bec bien marqué, soit on a toute une série d'espèces où le bec est soit absent, soit très court, peu marqué, tronqué. Inutile de vous dire que c'est une bonne source de discussion quant à savoir. Bon, dans l'ensemble, il y a Strigosa qui est le deuxième en haut, qui, dans la flore bleue, est mis dans les 2 parties du tableau. Dans toutes les autres clés que je connais, on ne le met que dans les espèces qui ont un bec relativement marqué. Un deuxième critère, c'est le nombre d'épimales. Donc, soit un seul épimale, soit plusieurs épimales. Les utricules velus ou non, et le nombre de stigmates. Donc, chez les hétérostachiés, on a des carex qui ont 3 stigmates et d'autres qui en ont 2. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Excuse-moi, Michel, pour être sûr que j'ai bien compris, plus, ça veut bec plus, ça veut Ça dire veut dire qu'il y a un bec. qu'il y a un bec, Et et N, ça veut dire qu'il n'y en a pas, ou qu'il est très court. Alors, pour les poils, c'est les utricules. Non, ça veut dire qu'il n'y en a pas, ils ne sont pas velus. Plus, c'est velu. Et P, c'est pour papilleux. Ah oui, ok. Papilleux, c'est Carex flaca. Donc là, les, les, Tu montreras. les utricules ont des petites boursouflures. Voilà. Donc, qui permettent de le reconnaître sans problème. Et alors, les épimales 1, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, Oui, j'imagine? et plus, ça veut dire qu'il y en a de 2 à 3, 4, 5. Donc, il y a plusieurs épimales. Donc, en fait, on va mélanger les différents critères à différents moments. La première grande division, c'est avec bec ou sans bec. Avec bec, on va d'abord s'occuper des épimales. Et quand il n'y a pas de bec, on va d'abord regarder s'ils sont poilus ou pas. Et bien sûr aussi, le nombre de stigmates est important dans cette catégorie-là, dans ce groupe-là. Alors, avec les accolades, vous avez le nombre d'espèces qui ont la même configuration par rapport aux 4 critères. Donc, sur les 14 hétérostachiés qu'on va travailler, il n'y en a que 4 qui ont une configuration unique. C'est Irta, Acuta nigra et Flaca. Et donc, on a 2 groupes de 3 et 2 groupes de 2 où on va utiliser d'autres critères pour faire la différence. Enfin, vous avez ce petit tableau synoptique qui peut vous aider à un moment donné dans vos travaux d'approche pour voir entre quelles espèces il faut choisir pour la détermination. Des questions sur le tableau où on break?
On fait break. Je vais mettre la présentation. L'enregistrement sur pause. Donc, au niveau des hétérostachiers, le premier critère de distinction, c'est les utricules à bec distinct, plus ou moins longs, bidentés ou bifides, ou insensiblement atténués en un bec tronqué, ça c'est strigosa, qu'on verra. Ou bien on a l'autre groupe, l'utricule sans bec, ou à bec brusquement contracté, ou un utricule brusquement contracté en un bec court, tronqué ou éventuellement bifide. C'est quoi le ventre bidenté et bifide? Il y a deux dedans. Oui, c'est bon. On fait droite. Ok, bon, d'accord. Okay. Bifide, c'est vraisemblablement un peu plus profondément découpé. C'est pas des dents. C'est ça. C'est pas penser à des dents. C'est beau. Ça fait penser à une langue de serpent et pas des dents. Et donc, dans le groupe des carex qui ont un utricule avec un bec bien distinct, il y en a 6. Et là, on va avoir deux groupes. Un groupe où il n'y a qu'un seul épimale, parfois accompagné d'un second plus petit, ou bien plusieurs épimales à peu près égaux entre eux. Donc, le groupe des carex qui ont un seul épimale, ce sont Pseudociperus, Strigosa et Sylvatica. Alors, le carex Pseudociperus, les épis femelles sont très denses, à utricule extrêmement serré, imbriqué. Et puis les deux autres ont des épis femelles plus larges, à fleurs peu serrées, à utricule peu ou pas imbriqué, donc visuellement, c'est assez net. Voilà, Pseudociperus. Donc on voit un épi, des épis femelles, 4 épis femelles dans le bas de l'inflorescence, qui sont avec un grand nombre de fleurs qui sont extrêmement serrées et denses. Donc on voit que les épis femelles sont soit étalés, soit pendants. Un seul épi mâle au sommet de l'inflorescence, avec la plupart des épis femelles qui sont quasiment attenants à l'épi mâle et le dernier épi femelle un peu plus distant, des épis qui sont pédonculés. Donc, ils ne s'articulent pas directement sur la tige. On voit qu'une ligule assez longue, hein. Si on peut revenir ici. C'est long 10 à 15 mm, donc ça fait quasiment 1 cm, obtuse, et donc un utricule assez remarquable aussi, très étroit, strié et profondément bifide. Voilà. Donc,
si ça répond à ta question. Donc, voilà. Donc, il est plutôt à l'est de la Seine, hein, donc on ne va pas le trouver à l'ouest, on ne va pas le trouver à Molenbeek et Anderlecht. Bord des eaux plus ou moins minéralisées. Des eaux minéralisées, oui, vraisemblablement chargées plutôt en particules calcaires, fossés, bois clairs, humides, sur ce sol méso-eutrophe, plutôt chargé en base. Méso-eutrophe, ça veut dire c'est des sols qui ne sont pas extrêmement enrichis. Pas une denrée extrêmement courante non plus à Bruxelles. Mais comment on voit ça? C'est un sol calcaire. Parce qu'on trouve le pseudo. Mais comment? Oui, c'est une excellente question. Si, hein. Oui, oui, ça existe. Avec la répartition. Il n'y a pas des autres formes courantes je sais pas moi, comme les orties, c'est sur des sols très riches. Et tout. Voilà, par exemple, ça c'est une indication de sol rudéralisé, chargé en nitrate. C'est des plantes rudérales, bon, comme les orties. Hein. Bon, ça c'est sûr qu'on a à ce moment-là affaire à des sols extrêmement riches. Maintenant, des sols vraiment pauvres à Bruxelles, je doute que ça. Des sols calcaires, c'est assez pauvre. Pas nécessairement, hein, pas nécessairement. Non, 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 c'est deux choses différentes. Non, non, on peut avoir des sols qui contiennent du calcium et qui sont riches. Ça, ce n'est pas nécessairement des sols méso-eutrophes ou oligotrophes. C'est des sols qui sont assez rares, surtout dans des régions qui ont été fortement cultivées dans le passé. Donc, c'est une plante qui est relativement rare à Bruxelles. Le temps de récupérer ma souris. Voilà. Donc, on va passer maintenant au Carex strigosa, hein, utricule progressivement atténué en un bec tronqué, non bifide. Les épis femelles supérieures subsessiles, c'est-à-dire quasiment sessiles, hein, mais bon, avec une très petite articulation, et les inférieures pédonculées, mais dressées. Donc, les épis sont tous extrêmement maigres. Hein, c'est la lèche maigre, on voit bien que ce n'est pas très épais. On voit aussi qu'ils sont relativement pauciflores, avec peu de fleurs, des fleurs assez écartées. On voit bien ici le bec atténué dans un bec tronqué. Donc on la trouve au bord de sointements dans les bois, bord des ruisseaux, chemins forestiers humides, forêt de soigne, bois du Larbec et de Diegem Agette. Donc où elle est, bon, plus ou moins fréquente. Donc, on voit ici, bon, un épi mâle avec une longue bractée foliacée qui atteint presque la longueur de l'inflorescence, et puis les épis femelles qui sont distribués plus bas sur la tige, ce qui fait une plante avec une inflorescence assez longue, hein, puisque si la plante fait de 50 à 100 cm de haut, l'inflorescence fait de 30 à 55 cm.
Donc, voilà, des épis qui sont très, très, très espacés. Donc, on voit bien ici le bec avec une très faible atténuation progressive de l'utricule et les écailles qui sont vertes et qui virent au brun. Donc souvent, la couleur des carex change avec l'âge, se modifie progressivement. Quand on parle de la longueur des inflorescences, il faut prendre la distance à partir du pédicelle. Ben, on prend l'épi le plus bas jusqu'au sommet de l'épi mâle. Hein. Donc, de la terminaison. On parle de la longueur de l'inflorescence, ouais. C'est-à-dire de l'ensemble des épis. Donc c'est différent de la longueur de chaque épi. Oui, c'est ça. Donc, de l'épi le plus bas à l'épi le plus haut. Voilà. Dressé au-dessus de l'épi. Oui. Donc entre, je dirais, entre ce point-ci et ce point-là. Ouais, c'est ça, au point d'insertion sur. Oui. Ah, bon, maintenant, on ne va pas mesurer au centimètre près. Hein. C'est simplement, il y a des inflorescences qui sont très lâches et très, très dispersées sur la tige, et on va voir des inflorescences qui sont extrêmement groupées sur quelques centimètres. Donc c'est ça, c'est plus ou moins l'optique, ce qu'il faut regarder. Et il y a parfois plusieurs inflorescences. Il y a parfois plusieurs inflorescences. Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il y a parfois plusieurs inflorescences? Donc il y a une inflorescence. Mais ici, on voit que c'est une inflorescence qui est composée d'un épi mâle et de plusieurs épis femelles. Et sur la même plante, on peut avoir une deuxième inflorescence. Non, non, l'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs de la plante. Donc s'il y a plusieurs parties différentes qui partent à gauche et à droite, elles font toutes partie de l'inflorescence. Ou l'ensemble de ces parties forme l'inflorescence. Mais là, sur la photo de droite, c'est une touffe avec plusieurs tiges qui portent chacune une inflorescence. Oui, mais donc ce sont chaque fois des plantes différentes. Ouais. Chaque tige, sur le plan génétique, c'est peut-être un même individu. Oui, non, ça, bon. Ça, bon. une plante peut avoir plusieurs tiges. Oui, c'est ça. Donc, il y a chaque fois une tige. Oui. Mais si tu les regardes, elles sont séparées, elles sont regroupées, mais c'est plusieurs tiges, c'est une plante avec plusieurs tiges. Oui, c'est ça. Elles sont séparées. Chaque tige a son non, c'est chaque fois. Mais disons qu'on va regarder l'inflorescence par rapport, à la tige. Oui. D'accord? Voilà. Après, on peut discuter pour savoir si la plante a plusieurs tiges. Et bon. Une plante. À partir d'une graine. Ah oui, voilà. Donc il y a une graine qui donne plein de feuilles et plein de tiges. Au départ, c'est une seule graine. Il y en a peut-être trois l'une à côté de l'autre, oui. Je ne sais pas, ça peut être une ou trois, mais c'est une plante cespiteuse. C'est ça. Donc voilà, ici, l'épi mâle fait de 5 à 7 cm et les épis femelles font de 4 à 8 cm. C'est déjà assez visible. Et donc, on est toujours dans les hétérostachiers avec un bec et un seul épi mâle, utricule rétréci en un très long bec, étroit et bifide, des épis femelles généralement longuement pédonculés et au moins l'inférieur
pendant. Ces Carex sylvatica que vous avez sans doute déjà tous vus. Donc, On l'a certainement déjà vu, mais est-ce qu'on a reconnu? est-ce que vous l'avez reconnu? Donc, il est assez commun. Donc ici, forêt à humus doux, coupe et chemin forestier frais à humide, parc boisé, bosquet. Il est souvent présent aussi dans des quartiers où il y a des arbres dans les avenues. Bon, je pense aussi que c'est un carex qu'on se procure facilement dans les jardineries. Donc voilà, il y a certainement eu beaucoup d'espèces semées ou plantées. Donc c'est quelque chose d'assez ordinaire. Donc on voit l'utricule avec ce très long bec, bifide, une ligule obtuse, et donc une inflorescence qui est aussi longue, hein, 25 à 50 centimètres, donc un épi mâle, et des épis femelles 4 ou 5 longs de 3 ou 5, de 3 à 5 centimètres, donc en touffe. Comme on voit ici des plantes cespiteuses. Donc ce sont des plantes hémicryptophytes, hein, donc on voit ces petites feuilles basières pendant toute l'année, y compris en hiver, qui subsistent. La plupart des carex, oui. Oui, mais pas tous. Donc, c'est une plante que vous allez certainement croiser. Je ne dis pas au centre de Bruxelles, mais bon, quand même dans tous les quartiers un peu aérés, elle va être présente. Donc, on va passer maintenant aux trois espèces qui ont plusieurs épis. Donc, utricule avec bec, plusieurs épis. Et utricule velu, il y en a un, c'est Carex hirta, qui est aussi, que vous avez déjà vu ou que vous verrez certainement, qui est assez fréquent. Donc on voit bon, l'utricule densément velu et la ligule également qui est sciée. Un carex qu'on trouve dans les friches, les prairies, les fossés, assez commun dans l'ensemble de la région. Donc on voit ici bien plusieurs épis mâles et puis les épis femelles qu'on va trouver plus bas. Par rapport à Remota qu'on a vu tout à l'heure, bon, on voit bien des grandes bractées mais qui ne dépassent pas et des épis qui sont quand même beaucoup plus longs que les épis de Remota. Donc ici, ils ont de 1 à 5 centimètres de long les épis femelles. Donc, un long bec bifide. Vous l'avez déjà rencontré? Mais donc, bon, c'est vrai, si vous tombez sur un carex, peut-être des premières choses à faire, c'est regarder les utricules et voir s'ils sont poilus ou pas. Ça permet déjà de se mettre dans un certain... Pardon? Oui. Donc, effectivement, c'est une plante assez précoce, hein, avril à juillet.
la lèche hérissée, Hirtala 12. Et puis ici, on va avoir deux plantes et même une troisième, Carex acuta en dessous, mais qui fait partie d'une toute autre catégorie, qui partage le même environnement, c'est-à-dire proche de l'eau, hein. C'est Carex acutiformis, Carex riparia et Carex acuta qui ont le même habitus, hein, le même profil quand on les voit à distance. Et donc, c'est pas toujours facile de faire la différence. Le plus fréquent, c'est acutiformis. Riparia à Bruxelles est un peu plus rare et acuta est rare. Donc, avec des utricules longs de 4 à 5 mm à bec faiblement émarginé, une grande ligule, hein, longue de 5 à 15 mm, aiguë et 2-3 épimales, on a le Carex acutiformis. Je récupère la souris. Voilà. La feuille d'acutiformis est atténuée graduellement en fine pointe. Donc, ça veut dire que les deux bords du limbe se rapprochent en pointe, mais sur une très grande distance. Donc un peu comme un fouet. C'est quelque chose qui se fait sur une très longue distance, tandis que riparia, le passage à la pointe se fait sur une distance beaucoup plus courte. Je ne sais pas si vous imaginez. Pardon? La longueur correspond à la flexion de précis. Oui. Donc les deux bords du limbe se rapprochent pour terminer en pointe. Eh bien, ce rapprochement chez acutiformis est extrêmement long. Donc, c'est ça, c'est très graduel sur une grande distance, sur une grande longueur. Donc ici, une ligule qui fait de 5 à 15 mm aiguë. Donc ici, bon, on voit qu'il y a des fleurs mâles au sommet des épis femelles, hein, c'est très courant chez ces espèces-là. Je me demande même si on ne voit pas certaines fleurs femelles sur les épis mâles, ce qui peut arriver également. Donc l'écologie, c'est les marais, bois humides, bord des eaux eutrophes, c'est très commun, hein. On dit au bord de l'eau, si vous en voyez un, vraisemblablement, ce sera celui-là. Au moment où elles poussent, les feuilles sont glauques des deux côtés. Et puis, une fois qu'elles sont à maturité, il y a un côté qui reste glauque et l'autre qui devient vert mat. Bon. Okay. Pardon? Glauque, ça veut dire un peu bleu. C'est vert bleu. Je crois qu'en néerlandais, c'est zeegroen. Glauque, non? Non? Bon. C'est pas très vert. Mais c'est vert bleu. Et un bec émarginé, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il y a un bec émarginé. Mais émarginé, ça veut dire que, bon, ici, il est peut-être dessiné de façon un peu forte, mais émarginé, ça veut dire que il est légèrement enfoncé, mais pas vraiment découpé. Ici, il est dessiné bifide, il faut l'imaginer émarginé. Non, mais quand vous prenez tous ces livres qui traitent du sujet, et c'est pas toujours évident d'avoir des
des illustrations qui correspondent parfaitement au texte qui y a à côté, parce que le dessinateur, c'est un dessinateur, et celui qui a fait le texte, c'est un botaniste, et bon, ils ne regardent peut-être pas nécessairement la même chose, ou ne les voient peut-être pas exactement de la même façon. Il faudrait un botaniste dessinateur, ça existe, hein, bon... Et donc, comment alors? non, plutôt émarginé que bifide. Plutôt deux petites dents que deux petites boules. Ben, émarginé, ça veut dire qu'il y a un petit renfoncement dans le bout du bec. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le détail sur lequel il faut se baser pour faire la différence, hein. Échancré, émarginé, échancré. Échancré, ça va, oui. Ah. Voilà. Donc ici, on passe à Carex riparia. Donc, il y a un peu plus d'épis mâles, hein, de 3 à 6. Je pense que dans le précédent, on partait à 2 à 4. Maintenant, voilà, donc il y a toujours une zone de recouvrement. Si vous voyez une espèce, hein, une plante avec 6 épis mâles, ce sera sans doute riparia et pas acutiformis. La ligule, au lieu d'être aiguë ici, elle est d'abord plus courte et elle est obtuse. Donc, je pense que utiliser la, la ligule ici serait un bon choix. Et donc, les feuilles sont atténuées plus ou moins abruptement, en tout cas plus abruptement que pour acutiformis, en une courte pointe triangulaire. Et les feuilles sont glauques sur les deux faces. Elle est plus rare que acutiformis. Mais donc, je ferai bien la différence sur base de la ligule. Si le nombre d'épis mâles n'est pas significatif par rapport à acutiformis. Donc ici, on va quitter la catégorie des becs longs pour arriver dans les carex qui ont un bec court ou inexistant, tronqué. Et donc, la première distinction qu'on va faire, et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les plantes qui ont les espèces qui ont 2 stigmates et celles qui en ont 3. Donc ça, c'est quand même un critère assez intéressant. 2 stigmates, ça veut dire que il y a 2 carpelles dans la gaine, qui est en général à ce moment-là biplan convexe, c'est-à-dire assez étroit, hein, tandis que les utricules avec 3 carpelles soudées sont plus triangulaires. Bon, cette forme se retrouve dans les utricules, même si les utricules, c'est finalement une membrane supplémentaire qu'il y a autour de la gaine et qui ne rend pas nécessairement exactement compte de la forme de la gaine. Bon, donc si à un moment donné vous tombez sur une plante que vous avez des doutes, bien, il vaut mieux aller voir à l'intérieur de l'utricule s'il n'y a plus les stigmates. Donc, pour une plante qui est déjà très mûre, éventuellement les stigmates ne seront plus disponibles, ben, c'est aller voir la gaine en lui-même et voir s'il est plan convexe ou bien s'il est plus ou moins trigone. Et si on le coupe, éventuellement, oui, bien sûr, oui.
Le genre a plus de temps, alors on peut appeler en retard. Parce que c'est stressant pour déterminer de quelques jours. Mais il vous arrivera certainement de voir un carex et puis de dire il faut que j'attende que la plante arrive à maturité pour pouvoir éventuellement prélever un nutricule. Donc, bon, une fois que vous savez où il est, ben, voilà. Il faut éventuellement revenir et voir. Et donc, dans les espèces qui ont deux stigmates, il n'y en a que deux en région bruxelloise. Ben, il y en a une qui a plusieurs épimales, c'est Carex acuta, et une qui n'a qu'un seul épimal, c'est Carex nigra. Donc voilà ici la lèche aiguë, Carex acuta. Et donc, on a de 2 à 4 épimales qui sont longs de 2 à 6 centimètres et 3 à 5 épifemelles longs de 4 à 10 centimètres qui sont cylindriques, relativement groupés, hein, comme on peut le voir. On voit que l'utricule est assez ovoïde avec un très court bec tronqué, une ligule obtuse qui est échancrée au sommet. Mais oui, ouais, ce qui est bien qu'on peut utiliser les deux. Et donc on voit ici des, des utricules qui sont bien imbriqués. Je suppose qu'en agrandissant la photo, on verrait bien les deux stigmates qui sortent chaque fois de l'utricule. Donc c'est la plus rare de ces trois plantes du bord des eaux qui ont plus ou moins ce port. Ce port identique, hein, donc avec ses épimales et femelles assez espacées. Pour la ligule, là, pour la voir, il faut arracher toute la feuille. Non, il faut plier et puis tirer un tout petit peu et puis on voit la ligule qui apparaît. Donc c'est comme ça qu'on fait. Là, le dessin, c'est comme si on avait fait une coupe. Oui, donc ici le dessin, effectivement, on voit le limbe de la feuille et puis ben, qui engaine la tige et la tige, elle est supposée. Elle est absente pour qu'on puisse voir la ligule. Et vous vous souvenez tout à l'heure sur le Carex de Lers, j'avais fait une photo de la ligule en renversant la feuille. Évidemment, à ce moment-là, la ligule apparaît la tête en bas. Bon. Moi, je fais la photo, hein, mais tout ça, oui. Effectivement, en la pliant. Oui. D'abord une de face normale, parce que là, on voit un peu comment la feuille tourne autour. Oui. Puis je la casse. Ouais. Donc, les feuilles de Carex sont totalement engainantes. Hein. Elles sont soudées complètement. Elles sont fermées à l'arrière aussi. Les lettres, la EPF, EPM. Épimale, épifemelle. Non, mais si, c'est une très bonne question. Et pour les écailles, c'est la même chose. Bon. On est où? Donc maintenant, on va passer aux 6 espèces qui restent avec 3 stigmates, ou utricule et akène trigone. Alors,
il y en a 5 avec des utricules glabres ou papilleux et 3 avec des utricules velus. Mais non. Ah, j'ai passé nigra, je suis désolé. Merci. Donc, la deuxième espèce avec, oui, parce qu'il est assez remarquable, la deuxième espèce avec deux stigmates, c'est le Carex nigra. Donc, mais qui est très rare. Enfin, je dis très rare, je vois qu'il y a eu 2, 3 observations qui ont été faites depuis le début de l'exercice de l'Atlas. Donc, ça veut dire qu'en cherchant, les gens trouvent. Donc, au Scuddbos, au bois de Die-le-Gem, à Jette, hein, et au marais de Gansoren juste à côté. Donc, bon, on est dans la même zone. Donc, un seul épi mâle, plusieurs épis femelles, relativement groupés. Quand on voit la photo, donc avec la bractée, là, bractée foliacée, qui ne dépasse pas l'épi mâle, mais qui est quand même assez grande. Et donc, ce côté assez noir de l'épi femelle mûre. Donc, ce sont les écailles de la fleur femelle qui sont noires, et les petits points verts que vous voyez, ben, c'est l'utricule qui apparaît entre les différentes écailles. Donc, bon, c'est une plante qu'on peut reconnaître de loin quand elle est noire et verte comme ça. Pardon? Je vois ici, ben, elle fleurit de mai à juin, donc voilà, au bout d'un certain nombre de jours, elle va arriver à maturité. Vous indiquez de 5 à 70 cm de hauteur pour toute la plante, c'est 50 à 70. Mais non, ça peut. Oui, il y a des plantes qui ont comme ça une amplitude extrêmement importante. On en a vu aussi il y a 3 semaines, hein, comme par exemple la lusule champêtre. Ça peut être une toute petite plante comme ça qui peut aussi devenir comme ça. Non, non, c'est vraiment ça peut être il peut y avoir une grande variabilité. Et est-ce que c'est à cause de la compétition pour la lumière entre les plantes, ou bien c'est des endroits plus piétinés, ou c'est quoi qui fait qu'une plante... La moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, non, je ne pourrais pas dire. Je suppose que ça dépend, c'est stationnel. Je le vois pour les lusules. Il y a des places où elles sont toutes petites et puis d'autres sont plus grandes. C'est peut-être une question effectivement d'apport nutritif dans le sol, ou de ressources nutritives dans le sol, peut-être. Bon, une plante de prairie, de bas marais, donc c'est quand même une plante de pleine lumière en général. J'ai ici, je me suis Nigra, on va revenir. Donc, voilà, désolé d'avoir oublié Carex nigra. On va en revenir, on va en venir maintenant donc aux plantes avec 3 stigmates. Donc, si je compte bien, il en reste 6. Donc, 3 avec des utricules glabres ou papilleux et 3 avec des utricules velus.
Mais non, il y en a plus. Bon. Alors, une plante que vous avez, enfin, qui est très remarquable, très fréquente, très ornementale, qui a été beaucoup plantée, semée, dispersée, c'est le Carex pendula, avec ses longs épis femelles, hein, de 10 à 22 cm, arqués pendants, de plus en plus longuement pédonculés au fur et à mesure qu'on descend la tige, très robuste, de 3-4 mm d'épaisseur, qui peut atteindre 1,60 m de haut. Et donc, c'est le Carex pendula. Voilà donc une très longue ligule. Donc, les épis mâles comme les épis femelles sont arqués pendants. Plante cespiteuse. Bon, difficile de dire quand elles sont plantées ou quand elles sont naturellement implantées, mais leur écologie doit parler pour elles, hein. Bois frais ou humides, sointements, sources, bord des ruisseaux. On la voit éventuellement ailleurs, au milieu d'une pelouse, c'est vraisemblablement planté. Donc elle vient dans les bois, elle peut venir en parallèle avec Sylvatica, hein, qui est moins grand, qui est moins pendant, mais bon, les feuilles moins larges aussi. Donc c'est une espèce qu'il est peu probable de rater. Donc, dans les inflorescences plus courtes, on a une espèce avec un seul épi mâle et une espèce avec plusieurs épis mâles, Carex pallescens et Carex flacca. Donc, présent dans la forêt de soigne, coupe et lisière forestière, bord des chemins, sur sol acide, frais ou humide. Il est assez rare. Donc on voit une inflorescence relativement groupée avec deux épis femelles qui sont vraiment extrêmement proches de l'unique épi mâle. On voit la bractée qui dépasse l'inflorescence et le troisième épi quand il est présent qui est plus longuement pédonculé et un peu distant par rapport aux deux autres. Une ligule assez longue, aiguë, et vraiment un utricule qui est totalement sans bec, de forme ovale elliptique. Donc à rechercher bon, en forêt de soigne et puis peut-être dans les autres forêts ou anciennes forêts qui peuvent exister à Bruxelles. Et les stigmates sortent quand même. Pardon? Les stigmates sortent quand même. Donc, s'il n'y a pas de bec, il y a un... Oui, les stigmates vont passer dans tous les cas. Oui, sinon, ça rendrait la reproduction assez compliquée. Euh,
C'est passé par là. Oui, oui. Donc, avec plusieurs épimales, on a le Carex flacca ou l'allèche glauque, Zeegroen, zeg en néerlandais. Donc, c'est aussi une plante rare des pelouses fraîches, mésophiles, c'est-à-dire modérément humides ou sèches, des friches, des éboulis, bois clairs sur sol calcarifère. Donc, qui est présente au Bosch et au Skeutbos à Jet, aux Avelenberg à Berkem, au Kayenbemt à Uccle et en forêt de Soigne. Donc là, bon, elle est rare. On voit ici donc les deux épis mâles, fusiformes. Les épis femelles, il y en a un à 5 long de 1,5 à 5,5 cm cylindriques. Les supérieurs subsessiles et dressés, et les inférieurs peuvent être plus ou moins longuement pédonculés et éventuellement étalés, c'est-à-dire légèrement penchés. On voit une ligule assez longue, obtuse, arrondie, et un akène, un utricule papilleux. Hein, vous voyez bien ici toutes les petites boursouflures. Donc, c'est assez évident quand on a une loupe de vérifier ce caractère papilleux de l'utricule. Toujours cespiteux. Traduction, flacas, c'est glauque. Glauque. Et donc maintenant, on arrive aux trois dernières espèces qui sont des espèces avec des utricules généralement poilus. Donc, ces trois espèces qui sont assez rares. Donc, la première, elle est plus ou moins rhizomateuse, rampante, et les deux autres sont cespiteuses. Donc, on va peut-être directement regarder. Donc, on voit. Je suis là, voilà ici. Donc, on voit ici l'épimale qui est vraiment entouré par les épis femelles. Hein. Il arrive qu'on ne voit pas l'épi mâle tellement les épis femelles sont montées à côté. Euh, on devine qu'il est en forme de massue. Hein. Bon, claviforme. Et plus ou moins oblong quand quand la plante est en fruit. Hein. Et pas l'épi mâle. Donc on voit l'utricule velu, il est présent dans des pelouses plus ou moins sèches sur des sols calcarifères en forêt de soigne. Donc on voit ici quand même une inflorescence qui est extrêmement groupée. On voit ici la bractée inférieure qui ne dépasse pas l'inflorescence. Alors, dans les plantes à souche cespiteuse, on a Carex pilulifera et Carex digitata.
non, Carex pilulifera, qui est aussi caractérisé par une inflorescence très compacte, avec des épis femelles ovoïdes à subglobuleux, sessiles, éventuellement un peu étalés, et des écailles femelles égalant l'utricule et non mucronées. Vous voyez ici cette inflorescence qui est vraiment extrêmement compacte, avec des épis qui ne comportent pas beaucoup de fleurs. On voit les bractées et qui ne dépassent pas l'ensemble de l'inflorescence. Et cette utricule velue. Donc, on va trouver en forêt de soigne et qui a aussi été identifié il y a quelques années au parc d'Uden. Bon, maintenant, ce sont aussi des zones qui subissent beaucoup de transformations. Le parc d'Uden, donc, est-ce qu'elles sont toujours là? Ça, c'est difficile à dire, mais bon, je suppose qu'en les cherchant, on pourra avoir une réponse à la question. Quand on regarde le parc du Den, on a l'impression qu'il y a des zones qui sont comme une ancienne forêt. Oui. Il y a des zones qui sont très... Mais c'est une ancienne forêt, hein, donc ce sont... Il a une autre allure que d'autres parcs, mais c'est là... Ce sont d'anciennes zones forestières, forêts. Bon, et donc, ça a de l'importance au niveau de l'écologie. Dans ces anciennes zones forestières, on peut trouver des plantes assez particulières. Je suppose que c'est le sol en lui-même qui est propice à cette situation. Et donc, le Carex digitata avec une inflorescence plus large, aux épis femelles un peu espacés, droit pédonculé, linéaire, digitata, hein, bon, digité. Vous voyez ici une inflorescence, effectivement, avec des épis. Donc ici, on a l'épi mâle, et puis les épis femelles qui l'entourent. Vous voyez, c'est des épis avec assez peu de fleurs. Une écaille femelle avec une marge blanche, carieuse blanche, assez visible, un utricule très velu, et bon, une ligule qu'on va appeler quand même relativement arrondie. Donc, bois lisière et coupe forestière de préférence sur des sols calcarifères. En forêt de soigne, il est aussi très rare. Donc, à rechercher. Et donc, voilà. Pour terminer, une petite bibliographie. Des ouvrages de base, je pense que c'est important. Éléments d'organigraphie des angiospermes par Jacques Lambinon, hein, qui est un célèbre professeur de l'Université de Liège. Vous pouvez le charger sur Internet dans le Genia, revue de botanique de l'Université de Liège. Vous allez sur Internet et vous pouvez le charger. C'est 70 pages. Et honnêtement, c'est une Bible. Tout ce que vous voulez savoir sur l'organographie des plantes se trouve dedans. Un petit glossaire botanique illustré édité par le Cercle des naturalistes de Belgique et réalisé par Bernard Claes, un naturaliste écopédagogue extraordinaire qui a fait les dessins lui-même. C'est magnifique. Il y a une deuxième édition qui vient de paraître. Ça coûte, je pense, 7,50 €. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important aussi d'avoir. Bernard, bon, qui est un botaniste remarquable et sans doute
des plus brillants mycologues belges actuels, donc vraiment un monsieur de très 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 haut niveau. C'est monsieur pendant l'œil. Pardon? C'est lui qui dit quand on regarde une plante, pendant l'œil. Pendant l'œil. Oui. Et des flores généralistes, bien sûr, la flore bleue. Je n'ai pas mis la flore écologique parce que je pense que, bon, elle est intéressante, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante pour faire un inventaire complet. Une flore allemande, qui est la Rotmaler, qui est en allemand, mais qui est muette. Donc, en fait, il n'y a que des dessins. Et les éléments remarquables des plantes à regarder sont indiqués par des petites flèches. Donc, quand on va sur le terrain, si quelqu'un prend la Rotmaler avec lui, ça peut être utile en cas d'identification un peu pointue. Et bien sûr, Flora gallica, ne fût-ce que pour le vocabulaire. On ne parle pas d'inflorescence, mais de synflorescence. Enfin, bon, c'est parfois un peu, c'est monsieur Bernard de Foucault, je suppose, qui a un vocabulaire très. Donc c'est bon, voilà. Et dans les ouvrages spécialisés, pour moi, le plus accompli, c'est Sages of the British Isles. C'est un livre qui coûte une trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros, qui fait toutes les cyperacées, qui est extrêmement bien documenté. Notamment, il y a une page complète de dessins sur tous les éléments pour chaque espèce. C'est vraiment magnifique. Bon, le vocabulaire en anglais, on s'y fait vite aussi. Mais une fois qu'on connaît un peu, c'est pas compliqué, franchement. Ça ressemble au français. Pardon? Ça ressemble au mot en français. C'est en latin. Ben, il y a beaucoup de traductions, effectivement, de mots latins directement en anglais. Donc, on voit très bien la racine. Alors, il y a toutes les publications de Jean Lurquin sur le site des naturalistes de la Haute-Lesse. Vous avez 30 ou 40 monographies, c'est absolument magnifique. Ici, je vous conseillerais l'étude des joncs et des lusules. Hein. Donc, ça, c'est un très bon document. Les études des cyperacées autres que Carex. La clé de détermination des Carex de Belgique, là, elle n'est faite que sur les éléments végétatifs. Donc, pas sur les fleurs. Donc, bon, ça, c'est peut-être plus ardu. Donc, je ne le conseillerais pas dans le cadre de cet exercice-ci. Mais il a fait un petit opuscule d'une quinzaine de pages, le tableau des caractères distinctifs des principaux carex de Belgique, en collaboration avec son épouse, Marie-Thérèse Romain. Jean Lurquin est décédé, je pense, il y a 2-3 ans. Et un autre grand naturaliste qui était Fernand Frix, qui est aussi décédé il y a 2-3 ans. Et donc ça, c'est une publication qu'ils ont faite en 2014. Vous avez le livre de Aurélien Labroche, Connaître et reconnaître les cyperacées des Ardennes, Société botanique de Centre-Ouest. Plus difficile à trouver, il faut aller sur leur site, faire la commande. Chez Biotope Édition, Carex de France, de Daniel Hamon. Et puis chez Delachaux et Niestlé, vous avez Graminées, Carex, Jonc et Fougères. Donc, comme souvent chez Delachaux et Niestlé, c'est des livres anglais qui ont été traduits. Et au lieu de mettre anglais, ils mettent Europe ou France. Oh non, c'est une affiche qui vient de c'est une affiche qui... on a dit France.
Et donc voilà, nous terminons notre soirée. Grand merci. Je vous en prie. On va